Bonsoir, je suis ravi de vous retrouver pour l'émission Le Micro du Soir. Aujourd'hui, nous accueillons à nouveau Ouria Lekeal, psychologue française, exerçant notamment à Bucarest. Nous nous étions rencontrés à ce même micro il y a exactement 1 an. J'avais envie de vous retrouver, Ouria Lekeal, afin que vous nous parliez de votre actualité et d'autres choses. Ouria Lekeal, bonsoir. Bonsoir. Alors, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur votre parcours et comment travailler à son compte aujourd'hui. Eh bien, c'est simple et c'est pas simple pour vous parce qu'avant, vous avez surtout travaillé pour des organisations. Faites-nous un petit peu Je ne sais pas si on avait parlé lors de notre premier entretien, mais j'aimerais bien que vous nous fassiez un rappel de votre parcours. Alors, effectivement, j'ai toujours travaillé pour des organisations, principalement à but non lucratif. En tant que psychologue. En tant que psychologue et également en tant que responsable de service. En tant que psychologue, c'était dans un centre de soins en addictologie à Marseille auprès d'une population adolescente et jeunes adultes. Puis, je me suis retrouvée au Canada, à Toronto, où j'ai travaillé comme thérapeute auprès des enfants et des familles. Donc, c'était les 7-18 ans. Pendant combien de temps? J'ai fait ça. Je suis restée au Canada 2 ans et demi, à peu près, je pense. Ça vous a plu? Oui. Belle expérience. C'était une belle expérience. En fait, j'avais eu l'opportunité d'avoir un permis de travail. Vous savez, là, les visas tourisme et travail. Et en fait, j'avais fait mon équivalence avec l'Ordre des psychologues d'abord du Québec, puis de l'Ontario, car je me suis retrouvée à Toronto. Et j'avais donc travaillé dans un centre avec des services en français principalement, pour la population donc francophone de Toronto. Et voilà, donc j'ai travaillé avec les enfants. Et c'est vrai que là-bas, j'avais vraiment par moments l'impression de me retrouver dans le futur, en fait. Venant de France, il y avait beaucoup d'outils qui étaient présentés. Il y avait... Il y a un ordre des psychologues qui existe des là-bas. Techniques aussi il y a qui étaient oui, en fait, nouvelles pour vous? En fait, ils ont beaucoup d'argent à mettre dans la santé mentale et ils l'ont fait, en général en Amérique du Nord. Bon, là, c'est en train de ça a changé. Mais, peut-être pas au Canada. Pas au Canada, non, effectivement, plutôt aux États-Unis. Mais oui, c'était une expérience très, très enrichissante. Vraiment super. Donc, c'est surtout les enfants et les jeunes avec lesquels vous avez travaillé, surtout quand vous étiez en organisation. Alors, oui, les ados, les adolescents, les jeunes adultes, les enfants, et puis, après cette expérience-là, j'ai travaillé pour une organisation humanitaire, et c'est vrai que ma première mission, c'était comme psychologue auprès des enfants, c'était 0-18 ans. D'accord. Également. Et par la suite, c'était comme responsable des activités de santé mentale. Et c'était principalement... À Marseille. Alors, pour les organisations humanitaires, non, c'était au Moyen-Orient. D'accord. Et les 3 que j'ai faites, c'était au Moyen-Orient. Puis, une avec une autre organisation ici, en Roumanie. D'accord. Quand il y a eu la guerre en Ukraine, quand ça a commencé, et puis qu'il y a eu l'arrivée massive de réfugiés. D'accord. C'est ce qui m'a amenée en fait ici. Et pour revenir à votre question sur l'exercice en pratique libérale. Oui, alors excusez-moi, c'est pardon. une organisation donc française qui vous a envoyé en Roumanie dans un premier temps? Oui. D'accord. Ça, c'était quand? En 2022. 2022, au moment de la guerre, au début Ouais. de la guerre. Ouais. Et oui, donc, deuxième question dans ma première question, le fait d'être indépendante aujourd'hui, vous avez décidé de vous établir en tant que psychologue indépendante. Ça fait combien de temps maintenant? Donc ça fait... j'ai commencé en mi-janvier 2024. Donc, C'est jeune. Oui, c'est jeune. Alors, comment vous vivez cette expérience de psychologue indépendante? En fait,
C'était parti d'abord d'une envie. Et là, c'est plus large. Pardon, excusez-moi, je vous coupe. C'est non seulement les jeunes, mais les jeunes adultes, mais les adultes également, C'est j'imagine. principalement les adultes. D'accord. Et quelques adolescents. Mais c'est principalement un public adulte. Et cette idée, en fait, de m'établir en libéral, c'est parce que, en fait, premièrement, j'avais envie d'autre chose. J'avais envie de pouvoir construire ma propre pratique, de me focaliser, en fait, de laisser aussi l'ensemble de ces expériences atterrir un petit peu, parce que depuis 2016, voilà, juillet 2016 à décembre 2018, j'étais au Canada, puis une première mission de 6 mois au Moyen-Orient, puis un retour en France, et c'était l'année du Covid. Puis je suis repartie toute l'année 2021 et début 2022 au Moyen-Orient. Et après, en Roumanie, donc j'avais besoin, en fait, après l'ensemble de ces expériences, de laisser un petit peu, vous savez, c'est un peu comme les petites boules là, avec les flocons là, de Noël. J'avais besoin là, de laisser tout ça redescendre et de retourner aussi à une pratique clinique. Quand vous dites une pratique clinique, parce que j'étais plus sur les dernières missions humanitaires, j'étais responsable des activités de santé mentale ou coordinatrice de projet, et du coup j'avais envie de retourner en fait à la base de mon métier, quoi. D'accord. Et en fait, donc c'est vrai que j'avais toujours fonctionné en équipe. Et là, c'est vrai que c'est un peu... Et c'est la première fois que vous vous établissez en tant qu'indépendante ? Oui. D'accord. Ouais. Je pense que je me suis souvent dit qu'il fallait quand même plusieurs années de pratique avant de pouvoir offrir des services en pratique libérale, ce qui est pas vrai pour tous les psychologues. Il y a des psychologues, des jeunes diplômés qui se sentent très à l'aise. Moi, c'était pas mon cas. Et puis là, après 15 ans de pratique, je me suis dit, voilà, c'est peut-être, je peux peut-être maintenant tenter ça, en fait. Alors, et donc, c'est venu, en fait, c'est venu chercher quelque chose vraiment... Ça vient chercher, quand on s'installe en libéral, ça vient vraiment chercher au fond des tripes, quoi. On est obligé de vraiment de se montrer. On n'a pas le support de l'institution ou de l'organisation. On se construit ce support soi-même, et on est vraiment obligé de se montrer. Et ça vaut un peu pour tous les domaines, j'imagine, quand on... C'est-à-dire dans votre domaine, dans le celui de la psychologie, mais quand on devient indépendant, c'est... je pense que c'est voilà, tout le monde pareil. Ouais. C'est pour tout le monde pareil, mais c'est vrai que ça a été, en tout cas, les premiers mois, quelque chose un petit peu... avec des hauts et des bas, oui. Émotionnellement, c'est fort, quoi. Ça vient. On est obligé de s'accommoder ou de s'adapter à peut-être quelque chose qui est un peu instable au début. Mais si le cœur parle, il faut pouvoir s'y accrocher. Comme ça, on réalise le suivre et réaliser le rêve qu'on a, tout en étant aussi avec les pieds sur terre et mesuré, mais de pouvoir en tout cas persévérer. Je pense que ça apprend la persévérance. Et puis, ça demande aussi énormément de créativité. J'imagine que certaines auditrices et auditeurs qui nous suivent ont éventuellement l'idée de devenir indépendants. Oui. Vous parlez de créativité, besoin de créativité. Quelle autre qualité ou quelles autres qualités sont nécessaires d'après vous avant de se lancer ? L'adaptabilité, la flexibilité. Un grain de folie, je crois. Ah oui. Non, mais je sais pas, je pense que ce sont des histoires très personnelles. Ça vient toujours s'inscrire dans une histoire aussi personnelle. C'est jamais vraiment anodin, le moment où on choisit, en fait, de se lancer. Donc, je dirais que ça va dépendre des histoires de chacun.
Moi, je pense que c'est venu chercher, oui. La persévérance, j'en avais déjà. Mais j'ai dû en chercher un peu plus. Je pense que c'était plutôt, vous savez, quand on est salarié, on a un salaire qui tombe tous les mois. On est sûr. On sait en plus de quel montant. Et quand on est en libéral, ben non, on ne sait pas. Donc pour moi, ça a été vraiment de m'accommoder, en fait, de m'adapter à ça en disant, OK, il n'y a rien de certain. Mais il faut quand même continuer, il faut quand même créer l'espace. En fait, c'est ça. C'est ce que je conseillerais à tout le monde, c'est de créer l'espace pour que les choses puissent arriver, tout en se disant que de toute façon, ça ne va pas arriver d'un coup d'un seul, ça demande du temps. Et donc, du coup, il y a besoin que cet espace existe sur une longue période pour que les gens puissent y venir, en ressortir, en parler, etc. Mais c'est de créer un espace et puis malléable. Voilà, et puis j'allais dire faire confiance au processus. Enfin, il y a un côté en fait où on peut pas contrôler les choses en fait. C'est ça. Moi, je crois que ça a été ça. Ça a été OK. Il y a cette partie-là que je peux pas savoir, je peux pas contrôler, je peux pas. OK. Donc ça a été plutôt d'apprendre à gérer cet inconnu-là que je ne connaissais pas en fait. Vraiment, je connaissais pas. Et vous êtes plutôt satisfaite Oui. après les premiers mois? Oui, en fait, année, c'est. Mais à chaque fois, c'est une satisfaction quand une personne me contacte et fait une demande de service et que ça match, parce qu'il faut aussi, moi, ce que je dis aux gens, c'est que venez me rencontrer moi, et puis on verra. Enfin, on vous verrez bien en fait. Ouais. Si vous avez envie de continuer, il ne faut pas vous forcer. Enfin, l'important, c'est de se sentir bien avec le ou la psychologue qu'on rencontre. Donc, c'est toujours... ces rencontres-là sont toujours pour moi un succès. C'est toujours bien, en fait. Je me dis, ah ouais, c'est quand même vachement... Et puis c'est un enrichissement pour vous aussi, oui, de rencontrer... Toutes les rencontres sont enrichissantes. C'est-à-dire que les gens viennent pour apprendre quelque chose sur eux, viennent pour travailler des choses très personnelles. Mais en fait, c'est une interaction. Il y a quelque chose qui se passe où moi également, j'apprends quelque chose sur eux, mais également sur moi. En fait, l'espace thérapeutique, il est assez particulier quand même. C'est Alors, spécifique. on reviendra sur votre pratique. En préparant cet entretien, vous me disiez que ces derniers temps, vous étiez assez stupéfaite de voir comment l'actualité, ou plutôt les actualités internationales, affectaient vos patientes et patients, et plus largement nous affectaient tous à divers degrés. Qu'est-ce que la période a, selon vous, de particulier ? Pourquoi cette période-là a-t-elle un tel impact psychologique ? J'imagine que la pandémie que nous avons vécue du Covid a eu également un impact, mais là, qu'est-ce que vous ressentez de particulier dans ce qui nous vient de ces actualités internationales ? Peut-être aussi parce que nous sommes un pays proche d'une guerre, et ça, je pense que ça affecte tout particulièrement. Oui, alors je ne suis pas stupéfaite par ce que les personnes partagent, par comment ça les remue. Je trouve que c'est plutôt sain en fait de réagir. De réagir. Et puis c'est pas uniquement parmi les personnes que je rencontre dans mon travail, c'est aussi des personnes avec qui je parle dans ma vie de tous les jours. Et puis c'est aussi moi également. Enfin, je veux dire, depuis, c'est quand même, excusez-moi de l'expression, taper la pandémie. Puis on en sort et il y a avec une guerre qui éclate aux portes de l'Europe et qui est toujours présente et qui depuis a aussi déstabilisé en fait. Beaucoup d'aspects. Et ça, les gens en parlent et en sont affectés. Voilà. Et puis, je veux dire aussi, toute la situation au Moyen-Orient et comment ça a été géré au niveau international
et ce que c'est venu en fait générer en termes de peur, c'est quand même, moi je trouve que c'est quand même assez énorme. De peur, de colère. De peur, de colère. Je pense que beaucoup de personnes sont dans l'incompréhension, observent en tout cas que les choses ne vont pas spécialement dans la bonne direction. Et quand je dis dans la bonne direction, c'est que on ne voit pas le bout du bout, c'est-à-dire la paix en fait, et vivre en harmonie et avancer. Ça génère quand même beaucoup de stress, beaucoup d'inquiétude, beaucoup de remise en question en fait des valeurs. Donc et on a vu, ça perturbe l'intime. Ouais. Oui, et on a vu même au niveau le droit international qui est complètement bafoué. Et puis quand on le dit, on se fait critiquer. C'est quand même assez incroyable. Je trouve c'est complètement fou comme période. Voilà. Et vous ajoutez à ça des budgets qui diminuent pour les sciences sociales, la recherche, la psychologie, la santé mentale, et des journalistes qui, en tout cas, je parle pas des journalisme d'opinion, mais du vrai travail de journaliste qui n'arrive pas, ou qui se fait en fait difficilement. Enfin, je trouve que c'est quand même une période assez troublante, assez inquiétante, qui vient générer en fait, en tout cas, de l'anxiété, qui vient réactiver aussi des peurs anciennes. Ça vient pour certains. Alors, je dis pas que c'est le cas pour tout le monde, mais beaucoup de personnes ont dans leur famille des parents ou des grands-parents qui ont traversé des guerres ou qui ont dû fuir un pays, des arrière-grands-parents. Donc, il y a quelque chose aussi dans les histoires familiales qui viennent se réactiver, des fois à l'insu des gens. Des fois, les gens réagissent d'une certaine manière par rapport à ces actualités et ils ne savent pas pourquoi. Petit à petit, ils découvrent que c'est certainement venu réactiver quelque chose de leur histoire. Des fois, c'est très clair, des fois, c'est pas clair du tout. Je pense également que ça a été très difficile de constater que cette année et l'année dernière, on pouvait vivre un génocide sur les réseaux sociaux, à distance. Et ça, c'est extrêmement bouleversant. C'est-à-dire, quand vous dites vivre un génocide sur les réseaux sociaux... Je parle de la situation à Gaza. Oui. Je veux dire, c'est quand même un rapport indépendant qu'il a affirmé en septembre de cette année. Et même ça, en fait, de le dire, il y a quelque chose, même au niveau du corps, en fait, qui peut venir se crisper, où il y a quand même un malaise. Heureusement que ça rend les gens mal à l'aise, vous voyez. Et voir l'ensemble de ces images et de pas pouvoir... Qu'est-ce qu'on en fait, en fait? Comment on processe ces informations? Comment on s'entraide? Enfin, je veux dire, sur les réseaux sociaux, des fois, on voit des choses complètement de non-sens où par exemple, être empathique où l'empathie est critiquée. C'est quand même assez incroyable. La compassion est critiquée. Je trouve ça complètement fou. Parce que être empathique, c'est aussi être humain et reconnaître la souffrance. Moi, je pense que juste reconnaître que les gens souffrent, c'est déjà un bon point de départ pour pouvoir avancer. Et qu'il n'y a pas non plus de compétition dans la souffrance. Et qu'il y a quelque chose d'hyper identique. Enfin, il y a quelque chose d'identique. Si je souffre, si vous souffrez, enfin, il y a quelque chose. On est des humains, on souffre de la même manière. Vous voyez. Alors, je ne sais pas ce que je m'en vais avec tout ça, mais il y a quelque chose d'assez troublant, en tout cas, dans cette période, et les gens se questionnent. Et en fait, c'est quand même assez affligeant que les gouvernements prennent des décisions sans prendre en compte
cet aspect-là, sans prendre en compte la souffrance des gens, sans prendre en compte la souffrance directe des personnes qui en souffrent directement, et puis la souffrance des personnes qui en sont témoins, que ce soit de près ou de loin. Et en fait, il y a très peu d'espace sécure pour pouvoir en parler sans que ça vienne générer des tensions, sans que ça vienne générer du jugement, sans que ça vienne générer des malentendus. Et le fait, en fait, qu'il y ait peu d'espace safe pour pouvoir parler de ça, c'est aussi questionnant. C'est quand même d'espace, vous dites sécurisé, oui. Safe, en fait, Ouais. où les personnes ne vont pas être critiquées si elles disent quelque chose de cet ordre-là. Mais donc, ce que vous êtes en train de dire, c'est que les réseaux sociaux n'arrangent pas non plus, quoi. Bah, c'est pas que les réseaux, enfin c'est l'atmosphère ambiante, c'est pas que les réseaux sociaux, c'est par exemple la façon dont la façon dont est traité, dont sont traitées les informations en général. Voilà. Il y a quelque chose de biaisé, de manipulé. C'est une réalité. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait de ça? Voilà. Comme quoi, il faut savoir choisir les bonnes plateformes. Il faut savoir effectivement choisir les bonnes plateformes d'information. Ça vous le dit, notamment à vos jeunes patients, de faire attention aux sources et tout ça. Vous faites ce travail-là éventuellement? Alors, ce sont plutôt les adultes qui parlent de toute cette anxiété liée en fait au contexte, on va dire, géopolitique. Les ados, c'est autre chose. Les ados, c'est les réseaux sociaux, c'est plus, par exemple, pour les jeunes filles, ça va être plus sur les questions, là on change complètement, mais question d'image du corps, la question de... par exemple, ils vont voir une vie parfaite défiler sur les réseaux sociaux, ils vont se dire que leur vie, elle est nulle. Oui. C'est, tout en sachant, en plus avec quand même un esprit critique, en disant oui, je sais que on poste que ce qu'on veut sur les réseaux sociaux, on fait des vidéos, on montre que ce qu'on veut, mais les gens le savent, ceci dit, ils sont quand même pris dans quelque chose, en tout cas les adolescents, les jeunes adultes, ils sont pris dans quelque... Ils peuvent. En fait, ça va dépendre de comment les parents accompagnent. Comment les parents accompagnent l'usage des réseaux sociaux, comment les adultes accompagnent l'usage des réseaux sociaux chez les adolescents. Mais quand moi je constate qu'il y a des jeunes filles qui, par exemple, trouvent que leur corps est complètement moche parce que ça ne correspond pas, avec ce qu'elles peuvent voir sur les réseaux sociaux et qui ça défile 24 heures sur 24. Je veux dire, il y a quand même, c'est quand même à cet âge-là très important de pouvoir accompagner et aussi de pouvoir limiter l'usage. Limiter l'usage et développer cet esprit critique, que ce soit donc sur l'image du corps, sur les relations amoureuses, sur qu'est-ce qui est sur le consentement, sur les tenues vestimentaires, sur ça peut être aussi sur l'alimentation. Il y a plein de sujets dont les adolescents, par exemple, sont un peu plus fragiles, un peu plus sensibles, oui. Auria Lequéal, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur votre pratique. Vous êtes en formation, c'est ce que vous m'avez dit. La semaine dernière, j'étais en formation, oui. Ouais, mais vous continuez à l'être. Elle a duré une semaine, après c'est de la supervision. D'accord. Bon, vous pourrez éventuellement nous en parler. Quel est votre... alors,
non pas de spécialité en termes de clientèle cette fois-ci, mais quel genre de psychologie vous exercez. Il y a toujours une confusion, peut-être pas une confusion, mais disons parfois de l'ignorance entre ce que c'est que l'analyse, la psychothérapie, ce qui est cognitif, ce qui est analytique. Comment vous vous situez par rapport à ça? Je sais qu'en Roumanie, il y a pas mal de, de- de professionnels de votre métier qui sont dans l'école, qui suivent l'école jungienne, je crois, hein, du psychiatre suisse Carl Jung. Hein, je crois que c'est assez répandu. Vous, par rapport à ça, comment vous vous situez si vous deviez décrire votre pratique cliniquement? Alors, il y a quelques années de ça, j'ai découvert l'approche somatique. Alors, l'approche somatique, c'est principalement développé aux États-Unis et au Canada. Dans les pays anglo-saxons, c'est principalement pour traiter des traumatismes et du stress chronique. Ça commence à se développer en Europe. Et c'est une approche qui va prendre en considération les effets, les ressentis, on va dire, les ressentis physiques dans la psychothérapie. C'est-à-dire, elle va apporter une attention particulière. Vous savez, par exemple, quand on dit ça m'a fait mal au cœur, et qu'on ressent vraiment une douleur, ou j'ai la gorge serrée, ou ici dans mon ventre, j'ai l'impression qu'il y a un vide qui se crée. Ou j'en ai plein le dos. Ou j'en ai plein le dos, effectivement. Donc il y a des choses qui sont ressenties pour certaines personnes. Il y a des personnes qui ressentent moins les choses dans le corps et qui sont beaucoup dans l'intellectualisation. Et en fait, cette approche, elle permet j'allais dire, d'englober l'ensemble de ces aspects, à la fois très cognitifs et très émotionnels et physiologiques. Tout au long de notre vie, depuis notre naissance, notre corps emmagasine, mémorise des expériences. Alors, on ne mémorise pas uniquement avec notre cerveau, certaines leçons qu'on apprend ou certaines choses qu'on fait, non. C'est aussi, vous voyez, on va se souvenir, par exemple, peut-être que, voilà, si vous cuisinez quelque chose à la maison et que c'est un plat que vous aviez eu dans votre enfance, le fait de juste sentir cette odeur, ça va vous rappeler quelque chose. Ou le fait de regarder certaines photos, ça va vous remettre dans une expérience. Ou, je ne sais pas, peut-être le fait de toucher certaines matières. Ou voilà, de respirer un parfum. Ça va vous ramener dans certaines mémoires. Et tout ça, en fait, donc, ce sont des mémoires du corps, et et en fait depuis qu'on est petit, on les emmagasine, et donc on emmagasine des mémoires d'événements plutôt positifs et agréables, et aussi on emmagasine des mémoires d'événements plutôt déplaisants, plutôt stressants. Et ces événements-là, en fait, ils font des sortes de nœuds ou des blocs dans le corps. Ça vient créer des tensions. Alors, ça peut venir créer des tensions dans le ventre, ça peut venir créer des tensions dans le dos, dans les épaules, etc. Ça vient se loger, le stress vient se loger dans le corps, également. Ce qu'on appelle le psychosomatique. Alors, on peut l'appeler le psychosomatique, on peut l'appeler comme ça, mais en tout cas, c'est une réalité qui existe, et petit à petit, en fait, toutes ces crispations, en fait, on va venir un peu j'allais dire les dégeler, étape par étape, pas d'un coup, parce que sinon la personne va complètement s'effondrer,
mais petit à petit, en fait, d'aller traiter, en fait, ces nœuds-là. Ça peut être... Mhm. Et je crois me souvenir dans ton premier entretien que concernant la pratique plutôt analytique, hein, donc qui concerne l'inconscient, eh bien, vous me disiez que éventuellement c'était aussi des choses que vous intégrez dans votre pratique à vous. Alors, oui, peut-être de moins en moins, mais oui, je trouve que la psychanalyse, c'est un outil, C'est un outil. c'est Oui. un outil intéressant, à condition que ce soit pas dogmatique. Voilà. D'accord. Vous n'allez pas en dire plus, d'accord. Ouais. C'est-à-dire que c'est important. Moi, je pense que ce qui est, de toute façon, au-delà des approches, c'est la relation thérapeutique. C'est la relation soignant-soigné qui a des effets thérapeutiques plus que l'approche choisie. Les approches, elles sont validées scientifiquement. Voilà. Et l'approche analytique est validée scientifiquement, selon vous? Ouais. L'approche, la psychanalyse est validée. Je sais qu'il y a eu des débats là récemment en France. Ils voulaient faire passer un amendement pour que ce soit plus remboursé par la sécurité sociale. Voilà. Bon, finalement, c'est pas passé, c'est tant mieux. Oui. Parce que c'est de la responsabilité en fait du professionnel de choisir son approche et puis de proposer une thérapie. En fonction. Oui, absolument. Et c'est aussi aux personnes qui souhaitent avoir une psychothérapie voilà, s'il y a une personne qui est plus intéressée par la psychanalyse que par autre chose, et ben voilà. C'est important d'avoir le choix. Une dernière question, Auria Lequéal. On sent que vous vivez pleinement votre métier, qu'il vous passionne. Maintenant, j'imagine que ça ne doit pas être simple tous les jours que d'accueillir les malaises, les maux des gens. Alors, ce n'est pas nécessairement tout le temps le cas. J'imagine qu'ils parlent aussi de choses positives, hein, évidemment. Mais je me dis qu'il faut avoir de sacrées épaules pour, au quotidien, même si c'est un métier qui vous passionne, d'accueillir parfois ces souffrances. Alors, ces souffrances CES, les souffrances des autres. Alors, votre question, c'est comment on fait? Comment je fais? Tout simplement, oui, tout à fait. Bon, alors déjà, c'est un métier, donc c'est une écoute professionnelle. Et pour ça, il est important que les psychologues aillent également mettre au travail leur propre histoire dans un autre espace avec leur propre psy. Et ça, c'est façon continue? Ou alors, à un moment donné, ça s'arrête? Je sais qu'au début d'une pratique, au début de leur métier, les psychologues doivent faire ça. Mais est-ce que ça continue après J'ai envie de dire autant que cela est nécessaire. D'accord. Autant que cela est nécessaire. Vous, par exemple, aujourd'hui? Moi, je continue. Oui, hein. d'accord. Oui. Ouais, je continue. Donc, je dirais, premièrement, cet espace-là, l'espace de la supervision, c'est-à-dire que c'est un espace, on discute entre professionnels de certaines situations. Après, parce que je dis ça parce qu'en fait, pour les psychologues, la psychothérapie personnelle et la supervision professionnelle, c'est nécessaire pour développer une écoute. Parce que vous voyez, on est tous des humains, c'est-à-dire que on a tous des parents, on a tous des histoires, il y a des choses, des histoires communes, on va dire. Voilà. Donc, si je dois vous écouter et que vous me parlez, par exemple, de votre maman et qu'elle ressemble à la mienne, il faut quand même que je réussisse à être très concentrée sur votre histoire. Mais pour ça, en fait, il faut que j'aille mettre au travail... si cette relation, voilà, il faut que j'aille la mettre au travail ailleurs, voyez.
pour pouvoir être à l'écoute. Sinon, je vous écoute pas, je m'écoute moi. Oui. Il faut quand même créer de l'espace. Faut créer faut pouvoir être au clair, créer de l'espace et être aussi, je dirais, très à l'aise avec les différentes, en tant que thérapeute, avec les différentes parties qui nous constituent. Donc avec les différentes parties de notre histoire. Donc il y a ça. Et puis après, si vous me posez la question d'une manière plus personnelle, j'aime beaucoup la pratique du Qigong, qui est une méditation en mouvement. Le Qigong. Oui, le Qigong, c'est un peu comme le Tai Chi. Enfin, Qui vient d'où? Ça vient de Chine. Ouais, d'accord. Et alors, figurez-vous que j'ai découvert ça pendant le confinement. Et j'ai trouvé ça fantastique. Ça a beaucoup Donc c'est aidé. proche du Tai Chi. C'est proche du Tai Chi. Mais le Tai Chi, ça va un peu plus dans l'espace. Mais là, le Qigong, c'est vraiment, on est vraiment très ancré. Et puis c'est pas lié à des gestes de combat, ce qui est un petit peu le cas. Non, c'est pas des gestes. Ouais. C'est pas des gestes de combat. Mais il y a toute une philosophie aussi derrière. Et ça vous aide beaucoup. Ça, j'aime beaucoup parce que ils disent dans cette, donc c'est la médecine traditionnelle chinoise. Vous faites ça à Bucarest. Ah oui, je fais ça de chez moi d'ailleurs. Ah d'accord. Ils disent que les émotions sont stockées dans les organes. Alors voilà, c'est dans les organes et que en fait, par des exercices de respiration et de mouvements lents, on peut purifier les organes d'émotions, des émotions trop fortes. Parce qu'on vit beaucoup d'émotions dans une journée, et donc à la fin, c'est complètement en lien avec l'approche somatique. Oui, pour ça j'aime beaucoup. Et puis j'aime beaucoup la danse également. Et ça c'est très très bien aussi pour toutes les. Quelle sorte de danse? Alors moi j'aime la danse orientale et égyptienne, j'aime la danse contemporaine, j'aime j'aime aussi toutes les danses, j'allais dire culturelles. J'aime beaucoup aller à des spectacles de flamenco, j'aime beaucoup. Vous la pratiquez, vous l'observez? Ah oui. J'aime ça. J'aime voir les gens danser, ça me fait plaisir. J'aime danser, ça me fait plaisir également. Et j'aime voir les gens danser. Je trouve que et je trouve que ça, c'est tellement important. C'est tellement important de pouvoir se connecter avec la musique, se connecter avec les autres et de pouvoir partager avec son corps et de pouvoir partager des moments de danse. Donc c'est vrai que j'encourage tout le monde. Ça vaut aussi pour la techno dans des clubs? Pourquoi pas? Oui, bah oui, c'est il y a des gens qui se défoulent pas mal en club. Hein. Oui, il y a pas forcément, j'ai pas forcément de discrimination à faire sur le type de musique. Et je trouve que je trouve que danser, c'est un très bel outil pour évacuer. Ouais. Et peut-être ce qui manque, c'est parce que vous savez que ça se passe vraiment toujours autour de cours de danse ou bien de dans certaines cultures, la danse fait partie de la vie au quotidien. Ouais. Au quotidien, vous voyez. Il y a des rituels qui sont faits, il y a des fêtes qui s'organisent, et le mouvement et la musique sont encore très présents. Et je dirais que c'est parfois ce qui peut manquer ici en Europe ou en Occident. Faut faire un pas vers la danse. Voilà. Alors que dans d'autres cultures, la danse est déjà présente. Voilà, bon.
Très bien. Mais écoutez, on va terminer là-dessus. Très bien, sur la danse et la musique et le rapport au corps. Merci infiniment, Auria Lequel. J'ai été ravi de vous retrouver. Ça fait du bien Merci. d'entendre ce genre de propos. On en a tous besoin. Donc, on va suivre vos conseils. On va aller danser. Merci à vous. Je vous remercie. Chères auditrices, chers auditeurs, c'est tout pour ce soir. Bon week-end à vous. Week-end Placoute, au revoir.